Ok, alors, bien vu. Nickel. Let's go. Bon, alors aujourd'hui, on va parler des réglages de voile d'avant. Euh, on va commencer avec les voiles de près, Foc et Génois pour les supports sur lesquels on navigue, le J70 et Surprise. Et on va finir par les voiles de portance, bisymétriques et asymétriques. Alors, une petite intro, pourquoi c'est utile de se concentrer sur les réglages de voile d'avant? Euh, sur les bateaux sur lesquels on navigue, c'est un poste à part entière et c'est indispensable à la bonne marche du bateau. Et en fait, une fois que les principes sont acquis, c'est une méthode qu'on va retrouver sur, je pense, tous les bateaux sur lesquels on peut naviguer. Et en fait, c'est un concept très important à comprendre et pas si compliqué que ça. Du coup, on peut commencer avec un peu de VOC. J'ai pris des petites illustrations pour les. Je pense que tout le monde est au clair pour les voiles d'avant avec les points de drisse, points de tir, points d'écoute. On va essentiellement parler aujourd'hui. Les penons, le guindant ou le bord d'attaque, bordure ou la base de la voile. Et aussi un C'est truc sympa qui. d'avoir un espagnol pour Victor. Ouais. Et un truc aussi qui va être important, c'est que les réglages de voile, on les fait suivant le vent apparent, en fait, suivant l'allure du bateau. Et donc, en fait, ils vont être complètement différents selon l'allure et la vitesse du bateau, puisque le vent apparent, c'est une résultante du vent réel et du vent relatif. Et voilà, ça va être différent sur chaque bateau. Du coup, les principaux réglages, on a plusieurs réglages à disposition sur les bateaux plus ou moins dynamiques. Et les principaux, on a les réglages d'écoute, de chariot et de drisse. Pour une navigation au près, on navigue essentiellement en surprise en J70, comme je l'ai dit. C'est deux supports qui sont différents, mais on retrouve pour autant une même approche pour régler respectivement un génois et un phoque. Et donc, alors, on peut commencer avec les réglages de chariot. Les réglages de chariot, ils permettent de modifier l'angle de traction de l'écoute de génois ou de phoque sur le point d'écoute de la voile. Et ce réglage, il aura un impact direct sur la chute et la base de notre voile. Euh, Ici, sur l'illustration, avec un point de tir reculé, on a plus une traction horizontale sur le point d'écoute, et ce qui aura comme effet de tendre la base, comme... Attends, est-ce que je peux mettre le stylet? Pointeur. Ici, qui aura de tendre la base et d'avoir une chute qui est un peu plus ouverte. Euh, et en fait, on peut remarquer sur notre voile que les penons intérieurs, principalement sur le haut de la voile, ils vont décrocher. Et c'est un réglage qui peut être intéressant dans du vent fort, en cas de surpuissance. On cherche à évacuer un maximum de puissance et reculer les chariots devient indispensable. Et à l'inverse, avec un point de tir très avancé, on a une traction plus verticale en tendant la chute et en ayant une base qui soit plus ouverte. Et on va aussi le voir sur les penons, avec les penons intérieurs du bas de la voile, cette fois-ci, qui vont décrocher. Et ce réglage, il n'a pas une nécessité. En fait, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça, mais on peut surtout voir qu'on est mal réglé dans ces cas-là. Et dans un cas idéal, en fait, on cherche le compromis pour que tous les penons de notre voile ils soient horizontaux et qu'on a donc un vrillage parfait. Et ça, c'est le cas pour des réglages de phoque ou de gênant. Ensuite, pardon, je peux revenir. Pour des notes personnelles, je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint, mais comment je règle des phoques ou des génois en J70 ou surprise? Alors, j'ai des petits repères en J70 avec les voiles Norse, nos voiles de régate. Dans des conditions très light, en fait, on peut compter les trous qu'on a à l'avant du chariot sur les rails, qui sont positionnés un peu pareil sur tous les bateaux. Et c'est des réglages qui sont pas, c'est pas une généralité, mais c'est plus une tendance. Du coup, dans des conditions très light, je mets 5 trous devant mes chariots. Et en fait, plus le vent monte, plus on va reculer les chariots. Par exemple, à 10 nœuds, on joue à peu près avec 6 trous devant.
Et on monte comme ça crescendo jusqu'à 8 ou 9 trous. En général, je suis très avancé par rapport aux autres bateaux de la flotte. C'est ce que je vois en fait en regardant les autres régleurs, comment ils règlent, mais c'est un réglage que j'aime bien et que je trouve qui marche plutôt bien en J70. Et donc, je dépasse rarement les 9 trous à l'avant du chariot. Et en surprise, le réglage, il se passe... en fait, on se fie aux cadennes et aux barres de flèche, principalement. Et donc, une méthode qui fonctionne bien, c'est choquer le chariot avant de régler. Ensuite, on peut border l'écoute et on essaie de coller le bas du tissu de la voile sur la cadenne. Et en fait, ensuite, on va prendre gentiment du chariot en ayant le regard qui soit basé sur les barres de flèche sous le vent et du coup, essayer de viser un écart de 3-4 cm sur le haut de la voile, tout pour autant que le tissu soit toujours collé mais pas écrasé sur la cadenne. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué à expliquer. Je n'ai pas d'illustration malheureusement. Et en fait, donc, en avançant les chariots, pour faire simple, ça va fermer le haut de la voile et creuser le bas. Et donc, on veut trouver le compromis pour que, en bas, que le génois soit collé à la cadenne et qu'il y ait un écart de 3-4 cm. Ensuite, pour nos réglages de drisse, c'est un réglage qui est super important et qui est un peu trop souvent mis de côté, à mon avis. En fait, c'est super important et là où on voit une différence, surtout dans des conditions instables, on voit une différence de performance importante entre un bateau qui touche ou non. Du coup, pour faire bref, dans des conditions faibles, on cherche à avoir un bord d'attaque puissant et donc une drisse moins tendue. Ça peut être intéressant si on cherche à pas trop faire de cap ou qu'on a besoin d'une voile puissante et tolérante. Et à l'inverse, dans un vent fort, prendre de la drisse, ça va aplatir, ça va, pardon, je perds mes mots. Ça va aplatir le bord d'attaque et reculer le creux dans la voile et donc enlever de la puissance. Ensuite, un autre réglage qui va influencer le réglage de drisse, c'est la prise de patara. Le patara, c'est plus un réglage de grand voile et il a pour effet de tendre ou mollir l'étai et ça va donc agir sur la puissance du bateau. Un étai mou, il va rendre le bateau plus puissant et ça va diminuer sa capacité à remonter au vent. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple mollir l'étai dans des conditions où on a du clapot, où on a une relance plus difficile ou au portant. Et à l'inverse, tendre l'étai au maximum pour remonter au pré sur une mer très peu formée. C'est un bon réglage. Et une nouvelle fois, une petite anecdote personnelle. En J70, c'est un bateau qui est assez difficile à naviguer dès qu'il n'est pas à plat. Et donc, c'est super important pour le régleur, je trouve, d'avoir toujours la drisse en main, en surprise également, mais c'est plus flagrant en J70. Et pour garder un maximum de poids au vent, car on joue énormément avec, dans les pressions et dans les molles, il suffit de choquer ou border quelques centimètres, et ça peut avoir un gros impact sur la forme de la voile et sur les performances. Et aussi, en fait, c'est un truc qu'on peut faire à deux avec le numéro 1. Dès qu'il y a du vent, c'est un peu dur de tirer dessus, et on bourrine un peu, et puis ça peut vraiment faire la différence. Alors, ensuite, du coup, attends, j'ai loupé une slide ou pas? Non. Alors, du coup, pour résumer, au fait, ces différents réglages, on va bon, c'est des trucs qu'on fait tout le temps, mais dès que les conditions deviennent de plus en plus fortes, on a une certaine méthodologie à respecter et pas faire n'importe quel réglage dans n'importe quel ordre. Et le premier truc qu'on va faire dans des conditions, dans un vent qui forcit, c'est prendre la drisse. Ensuite, on peut reculer les chariots pour justement libérer nos voiles et la rendre de moins en moins puissante. Et ensuite, si c'est vraiment des conditions trop violentes, on peut finalement choquer de l'écoute. Alors, ensuite, on a parlé des réglages de voile dans des conditions idylliques, mais en fait, ça peut vraiment changer suivant le plan d'eau sur lequel on navigue. Par exemple, sur une mer plate, c'est beaucoup plus facile pour le bateau d'accélérer
et on peut se permettre d'affiner les réglages pour avoir une meilleure remontée au vent. Et à l'inverse, sur une mer formée ou un clapot difficile, ou comme on peut avoir sur le lac notamment, on a beaucoup plus de peine avec le bateau d'accélérer puisqu'il va buter dans les vagues. Et donc, ça nécessite plus de puissance. Et c'est comme ça avec les différents réglages que je viens de vous énoncer. Il faut trouver le bon compromis entre la puissance nécessaire pour faire accélérer facilement le bateau et sans éviter sans être surpuissant pour autant. Ensuite, on peut passer au voile de portant. On va parler essentiellement des spies symétriques asymétriques. On va commencer avec les spies symétriques. On a des principes de base à respecter qui sont, par exemple, en navigation normale, mettre les oreilles à la même hauteur et que le barbeur au vent il soit complètement bordé et que le barbeur sous le vent soit relâché. Et en fait, ce qu'on va faire tout le temps, pendant tout le bord de portant, c'est ouvrir un maximum les coudes sous le vent de manière à chercher la limite du façillement, voire laisser les 20 premiers centimètres faciller, ça ne va pas être dérangeant à la bonne marge du bateau. Et à part dans des conditions très faibles où on essaye de brasser le spi, donc sortir le tangon, c'est brasser, c'est tirer le brin au vent, tel qu'il soit approximativement à la perpendiculaire du vent apparent. Et à l'inverse, dans des conditions très faibles, c'est très difficile de garder un spi comme ça. Et on a meilleur temps de laisser le tangon très proche de l'étai, le bloquer au winch si c'est nécessaire, et ouvrir un maximum le brin des coudes sous le vent, tel que le spi ne soit pas collé contre le génois, qu'il ne soit pas dérangé. Et ce qui arrive lorsque le tangon est trop brassé, si on brasse trop, le spi, s'il y a très peu de vent, il ne va pas pouvoir porter assez et il va être écrasé. Et ça ne va pas être un beau spi tout rond. Et donc, on a meilleur temps de débrasser et de laisser le spi bien ouvert. Après, un autre réglage important au bord de portant sous spi symétrique qu'on peut facilement rencontrer en cas de régate, ça va être les moments où on doit essayer de lofer. Alors, ça peut être un peu délicat la première fois, mais une fois qu'on comprend la méthodologie, ça devient toujours la même chose et pas très, très compliqué. En gros, ce qu'on fait, c'est on va essayer d'imiter l'utilisation d'un spi asymétrique en descendant légèrement le tangon par rapport à la navigation normale. Il faut le verrouiller avec du halbat de tangon, c'est très important, et mettre le brin au vent au winch, parce que si on le garde dans la main, on dit que ça tient, mais dès qu'on commence vraiment à lofer, on peut avoir le risque d'avoir ses doigts qui partent dans le winch. Du coup, peu importe les conditions, même si c'est faible, on a meilleur temps de le mettre au winch et utiliser uniquement le brin sous le vent pour justement imiter un spi asymétrique. Et de plus, dans des conditions fortes, c'est important de verrouiller un maximum le tangon pour pas qu'il bouge dans tous les sens avec le halbat et le halo de tangon ou la balancine. Et voilà, c'est ce que j'avais pour les spies symétriques. Et ensuite, pour les spies asymétriques, c'est une utilisation, je trouve, plus simple et plus intuitive par rapport aux spies symétriques. On joue uniquement avec une écoute. Et par contre, la spécificité, je trouve, c'est que on a même si on devait beaucoup parler avec le barreur dans l'utilisation d'un spi symétrique et pour tous nos réglages en général, la communication elle est encore plus importante avec l'embraque et le barreur afin de profiter justement de toutes les petites opportunités pour glisser un max et avoir une meilleure VMG. Le régleur, c'est lui qui va avoir la puissance directement dans les mains. Et le barreur, certes, il sent le bateau, mais ça peut être, il peut avoir justement, ils peuvent très bien se compléter les deux. Et j'aime bien en tant que régleur justement à toujours donner un maximum d'infos sur ce que je ressens, même si le barreur derrière ressent différentes choses qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Mais on peut avoir des gros écarts quand même de VMG entre des bateaux qui n'ont pas forcément les mêmes modes. Et donc, en fait, pour ces réglages-là, on peut toujours se poser des questions. Est-ce que ma vitesse, elle a augmenté et est-ce que j'ai une meilleure VMG? Et c'est des trucs qu'il faut toujours se poser
parce que ça sert à rien de faire des réglages pour ne pas savoir quoi faire. Et, et en fait, c'est bien de toujours regarder si on peut en régate, on a un Vélocitech, un truc, enfin, on connaît notre vitesse. Regarder avant, après, est-ce que il y a des changements? Et est-ce que j'ai fait quelque chose juste pour me prendre la tête et, et voilà. Est-ce que c'était utile? Du coup, je sais pas. J'arrive à peu près à la fin de J'arrive à la fin de ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai oublié deux, trois trucs dans mon programme, mais je sais plus où c'était. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu penses, Nelson, j'ai oublié deux, trois trucs importants? Bon, non, je pense que c'est bien parce que c'était concis et clair. Il y a plein d'infos. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Non, je trouve que c'était bien ces histoires de Driss, bon, sur le J et le surprise aussi. Et puis, je pense quelque chose qu'on avait vu aussi, bon, qui est plus général, qui n'est pas forcément que sur les voiles d'avant. Là, je pense que c'était peut-être la dernière fois qu'on avait été à Monaco. Là, la primo, c'était vraiment d'abord mettre le bateau à plat avant vraiment d'ouvrir ses écoutes ou d'enlever de la puissance. Il faut déjà que tout l'équipage il soit vraiment en train de tirer Ouais, au maximum. C'est ouais, peut-être clairement. aussi une priorité aussi à mettre. C'est vraiment déjà rappel max et après, on peut peut-être enlever de la puissance dans les voiles. Voilà, c'est juste ça, je viens d'y penser. Et puis, non, bah, je pense que c'est bien, c'est très bien de la théorie que tu as faite parce qu'on voit que en faisant comme ça, on met les personnes qui sont les plus, qui ont le plus réfléchi sur leur poste pour faire ces théories et je pense que c'est assez bien. Et je pense bah, toutes ces théories, ce qui est bien sur ces théories, c'est qu'on peut les revoir un peu dans l'année facilement si on a des trucs à revoir un peu avec tout le monde. Donc, top. Je ne sais pas si Victor, tu as des trucs à dire. Non, je pense que c'était très bien aussi. Oui, puis c'est bien, tu as fait 20 minutes, c'est parfait. Enfin, même Moi, j'ai une petite question. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Tu sais, des fois, en surprise, quand tu es au reaching, on prend un peu de barber sous le vent, genre pour stabiliser le spi et tout. C'est bien de faire ça ou on perd de la vitesse? Oui, Ah ça ouais. peut être bien. On va pas perdre de la vitesse. Ça peut être bien pour stabiliser un peu tout le bateau. Des fois, quand on a des vagues de travers ou n'importe quoi, on a tout le spi qui se balade à droite, à gauche et ça va être compliqué. Et c'est comme pour les manœuvres. On peut. C'est pas dérangeant pour la navigation de prendre un petit peu de barbeur. C'est comme par exemple quand on veut faire un empannage. On va prendre les deux barbeurs, faire notre empannage, attendre que tout se passe bien avant de relâcher les barbeurs. Et puis, une autre chose, d'autres fois, on voudrait, pour juste regonfler le spi après un empannage, qui s'est un petit peu dégonflé, on aimerait border vraiment les côtes. Des fois, il vaut mieux tirer un petit peu la chute en bas, laisser un peu la voile gonfler en avant. Juste peut-être mettre sa main sur les côtes ou prendre justement un peu de barbeur pour que le spi se regonfle facilement. Donc, des fois, il faut aussi, bah, c'est plus des trucs de lac, ça sera moins lieu en mer, mais juste mettre une main sur les côtes, fermer un petit peu la chute comme ça avec sa main. Et ça évite de trop border la voile, des fois, quand on veut la regonfler, si c'est un petit peu dégonflé. Mais voilà, c'est des petits trucs qu'on peut pour aller plus loin. Mais toujours retrouver justement ce truc de est-ce qu'on veut tirer le point d'écoute en bas ou plutôt border. Voilà. Enfin, moi, je me suis compris, c'est peut-être pas tout. Non, mais je pense que c'est juste aussi quand tu as envie de. C'est des conditions super light. Genre le spi, il est juste en train de gonfler. Effectivement, bah, il va gonfler beaucoup plus vite si on tire cette chute vers le bas que juste ne rien faire, quoi. Ouais, ou que d'avoir besoin de trop le border qui va plus faire Ouais. ralentir le bateau aussi derrière, où on aura besoin de beaucoup choquer. Et puis aussi, on peut plus grimper au vent de travers, bah, surtout dans des conditions light, hein, mais en tirant cette chute vers le bas, on va pouvoir faire un vent de travers beaucoup plus serré que si on a le spi lâché. Donc ça, je pense que c'est important si vous êtes dans une situation où vous devez vraiment serrer la bouée de vent de travers ou autre, ou un bord de reaching. Et puis autre chose, Romain, il a parlé aussi justement de la tension d'été qui influence pas mal le réglage de la voile, justement. Et puis cette tension d'été, on peut soit retendre l'été en prenant du patara quand il y a du vent, et puis aussi les basses tacks là, sur les gros bateaux qu'on avait vu, justement, de vraiment blinder la basse tack, ça va vraiment aplatir la voile d'avant. Et que la basse tack qui est placée à l'arrière, elle va vraiment influencer surtout sur le génois ou le foc qui est à l'avant, quoi. Donc ça, c'est aussi des trucs à bien réfléchir. Et en fait, on peut régler quasiment le génois seulement à la basse tack, en la blindant ou pas, ce qui va l'aplatir ou le creuser en la lâchant.
Donc, c'est vraiment aussi des trucs que ça, on peut vraiment aller toujours un peu plus loin. Et en fait, c'est pas que l'écoute. Il y a vraiment ces trucs d'écoute. C'est vraiment des fois, c'est pas ce qui vient en premier. Voilà. Ce sera pour ma conclusion. Moi, j'avais une petite question Ouais. pour le J70. Tu sais, la voile avant, justement, tu prends toujours de la contre. Et je sais jamais, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de la coller au plus possible au bateau, entre guillemets. Mais comment tu prends la contre? Enfin, comment tu jauges un peu? C'est Tu vois vrai ce que j'ai que je veux complètement dire? oublié d'en parler, tu as raison. La contre, ça va. En fait, je me pose sous le vent, puis je regarde aussi la chute de ma voile. L'idée, c'est de prendre beaucoup de contre pour avoir une voile qui soit très creuse en bas, mais pas pour autant que la chute ferme. Du coup, en fait, ça va être entre contre et drisse, jouer beaucoup là-dessus. Et un des repères que tu peux avoir entre le point d'écoute, l'œillet et le capot, tu peux viser 4-5 cm à peu près à vue d'œil. Genre, tu peux y mettre 3-4 doigts pour voir justement si tu es bien. Pour moi, c'est un peu le réglage optimal, mais pour autant, il faut faire attention pour pas que ta chute ferme trop. Merci. Et après, ça va dépendre bien évidemment des conditions, si tu as un peu de vague, si tu as un plan d'eau très plat ou pas du tout. Et puis, ouais, juste une dernier truc en J. Juste pourquoi on va creuser beaucoup ce phoque. Je pense Romain, il le creuse beaucoup. Ce qui est, je pense, assez juste, c'est que et Romuald, il faisait pareil, je pense. C'est qu'on a la voile, elle est tellement petite à l'avant. Le phoque du J70, il est très petit par rapport à la grande voile. Et donc, je pense qu'il faut vraiment lui mettre de la puissance en général. Il sera rarement assez puissant devant, à part dans des conditions très fortes. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller vers ce creux. Ce sera rarement faux. Et peut-être avec plus le bateau il est rapide, peut-être plus le bateau il est léger. Une fois qu'on a un bateau qui est vraiment top, 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 ce qu'on pourrait approcher un jour. Là, on va pouvoir aplatir un peu plus cette voile d'avant un peu plus tôt. Mais je pense que dans la moyenne, pour faciliter le truc, vraiment, les creux ils sont importants. Ouais. Voilà, très bien. Bon rappel. Ça, c'est des places de gagner à la primo. Merci, Romain. Et puis, les autres, on se voit mardi pour ceux qui font la gym. Et sinon, lundi prochain et ensuite mardi prochain et ensuite mercredi prochain pour la G. Sauf erreur. Parfait. Merci à vous. Bon courage. J'espère qu'on puisse se revoir en vrai un jour. Merci Romain. Merci. Merci beaucoup. Oh. Ciao, ciao. Salut, merci.